dans les abonnés, on ne sait pas s'ils regardent la Gemara ou Ouais, on ne sait pas. Voilà, c'est bien en tout cas. C'est une bonne chose, c'est intéressant. Ça augmente, oui. Ouais. Moi j'ai rencontré cette semaine quelqu'un qui m'a dit je suis le cours de Shabbat régulièrement. Boker Tov et Shavuot Tov. Après la pause liée à Shavuot, on va reprendre notre étude dans le 6e pérec de Shabbat, Daf Samach Bet Amud Aleph. Alors on va faire un petit rappel de ce que nous avions vu dans le dernier cours, parce qu'on est resté au milieu d'un sujet. Donc je reprends le début de notre Mishnah, sur laquelle on est en train de travailler, c'est Lotetse Isha, B'machat Anekuva, Velo B'tabaat Sheesh Alea Chotav. Donc une femme n'a pas le droit de sortir dans le Reshut Harabim le Shabbat en portant une aiguille perforée, c'est-à-dire qui a un chat, une aiguille qui sert à coudre, et non pas une épingle, parce qu'en hébreu, en français, on a deux mots bien distincts. Si c'est perforé, ça s'appelle une aiguille, sinon ça s'appelle une épingle. Mais en hébreu, on n'a pas un machat. Et donc on est obligé de rajouter un adjectif qualificatif, nekuva ou ena nekuva. Donc si elle est perforée, elle sert à coudre, eh bien elle n'a pas le statut de tarchit, et c'est considéré comme portée. Alors bien sûr, on ne parle pas de si elle la porte dans la main, parce que là c'est évident, n'importe quel objet pris dans la main, ça s'appelle portée. On sous-entend qu'elle est plantée dans son vêtement, et donc non seulement elle n'a pas le droit, mais à la fin de la Mishnah, on voit que im yatzta chayevet khatat, que si elle l'a fait par erreur, eh ben, elle devra apporter un sacrifice, ce qui veut dire, c'est une manière de dire que l'interdit est thoraïque. On peut se poser la question, et pourquoi on a parlé de la femme et pas de l'homme? Et on va voir ça dans la Gemara. Et de la même façon, elle n'a pas... L'homme, on a déjà parlé au deuxième pérec. Au premier pérec. Au premier. Daf Yud Aleph, on a évoqué pour les hommes. Mais c'est qu'un professionnel. Alors on a dit qu'il y a une marloquette Rabbi Meir, on va y revenir d'ailleurs aujourd'hui sans doute, ou la semaine prochaine, quand on regardera la halakha. Il y a une marloquette Tanaïm là-bas, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Parce que la Mishnah disait Lo yetse achayad b'marto. La Mishnah c'est dans le premier pérec. Le tailleur ne doit pas sortir le vendredi après-midi avec son aiguille plantée dans son vêtement, parce qu'on a peur qu'il oublie que ce soit Shabbat, et quand Shabbat va rentrer, il va continuer à sortir. Donc on voit qu'il y a une source Torah. La Gemara, elle dit là, en fait, c'est marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Meir, non, il n'est pas tour. Pourquoi ? Parce que même le tailleur ne plante son aiguille de manière ostensible sur son vêtement que lorsqu'il est en recherche de clients. C'est une manière de faire de la publicité et d'attirer le client. Mais même un tailleur hors travail, il ne se mettra pas. Donc pour Rabbi Meir, c'est pas suffisant. Et Rabbi Yehuda, il dit non, du moment que s'il est tailleur lui-même, étant donné que dans la période de travail il le fait, donc on considère que c'est son habitude à lui toute l'année. Pour un Ouman, mais si quelqu'un n'est pas tailleur, alors il est toujours pas tout, parce que c'est pas derrière Kotsar. C'est vrai que c'est un massoui, mais parce que pour être hayav, il y a deux conditions. Il faut d'abord que ce soit un massoui, pas un tarchip. Si c'est un tarchip, la partie de la tenue vestimentaire, ça ne peut pas porter. Minatora en tout cas, et ça ne suffit pas, il faut aussi que ce soit de derrière Kotsar, parce que la manière de transporter soit habituelle. Sinon c'est un chinouille, et on sait que quand on fait une melacha de manière inhabituelle, ça s'appelle un chinouille, ça ne correspond pas à ce que la Torah appelle melechet marchavet, c'est-à-dire un travail fait avec importance, et donc on est nouveau patour. Donc là-bas, la conclusion est que quelqu'un qui n'est pas tailleur, il sera dispensé, de toute façon il n'encourra jamais à une source Torah, parce que c'est pas le derech ça pour lui, c'est vrai que c'est un massoui, mais c'est pas sa manière à lui de le transporter. S'il a une fois transporté une aiguille, il le mettra dans la main, il la mettra pas sur son vêtement.
Et donc ça explique la différence entre les hommes et les femmes. Les femmes, par contre, elles ont l'habitude de mettre leur aiguille toute la journée. Pourquoi? Parce que elles sont toutes couturières, par définition. Mais quand on dit khayat, c'est homme ou femme? Non, khayat, c'est uniquement les hommes, c'est ce qu'on voit ici. Parce que les femmes, elles travaillent pas, c'est le plaisir. C'est ça. En tout cas, c'est quelque chose qui est c'est pas, il y a la période du travail et pas le travail, pour elles, c'est en permanence. C'est ça. Il y a des gens qui mettent un petit signe quand ils ont une décoration. Oui. Est-ce que c'est interdit Shabbat? Ben ça, c'est autre chose. Là, ça devient tarchit. Là, vous êtes rentré dans tarchit. Nous, on parle ici dans cette Mishnah que de ce qui est massouille. Si on met une décoration, vous dites le même mot, décoration. Décoration, c'est pour décorer. Si c'est pour décorer, c'est un tarchit. Si c'est un tarchit, alors la question, il n'y a plus de massouille. Donc, la Torah, le problème est déjà réglé. Si le problème il y a, c'est est-ce qu'on a peur qu'il l'enlève, c'est tout. Donc, voilà ce que disait la Mishnah. Je saute directement à la Gemara. La Gemara avait rapporté un enseignement de Oula qui avait dit « V'chiloufe'en be'ish ». Et c'est l'inverse pour l'homme. Rashi avait dit que, de quoi il parle ici? Il parle que de la taba'at. Parce que, ah oui, j'ai pas précisé là, je me suis arrêté au milieu dans la Mishnah quand je reviens à une seconde à la Mishnah qui disait que pour la femme, la bague est considérée comme un massouille, c'est pas n'importe quelle bague, c'est la bague taba'at shesh alea chotam. C'est la bague qui est surmontée d'un sceau. On avait expliqué qu'à l'époque de la Gemara, il y avait une grande différence entre les hommes et les femmes par rapport aux bagues qu'on portait. Les hommes ne portaient que des bagues avec des sceaux et qu'ils utilisaient pour sceller, parce qu'on scellait énormément à l'époque, sceller les boîtes, sceller les maisons, et donc sceller les missives. Et c'était les hommes qui faisaient ça et pas les femmes. De sorte que pour une femme qui porterait une bague avec un sceau, alors qu'une bague sans sceau, ben c'est évidemment un bijou, mais quand c'est une bague avec sceau, c'est un instrument de travail qui n'est pas compatible avec ses travaux à elle, et du coup ça devient un massouille, c'est de ça qu'on parle. Je reviens à la Gemara où il a dit, ben pour ces bagues, c'est l'inverse, chiloufe'en be'ish. Ça va être exactement l'inverse pour les hommes. C'est-à-dire que ce qui pour les femmes est un massouille, pour les hommes ne l'est pas, et vice-versa. Et c'est ce que j'ai à expliquer, parce que pour un homme, une bague avec un sceau, c'est habituel, et donc ça fait partie de sa tenue vestimentaire. A contrario, si la bague n'a pas de sceau, à l'époque de la Gemara, un homme ne portait pas ça. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Oui. Mais à l'époque, les hommes, d'ailleurs, on en parle dans la halakha, qu'aujourd'hui, les minagim ont changé. Mais à l'époque de la Gemara, un homme ne portait pas de sceau. Donc, s'il porte une bague, même sur son doigt, si elle n'a pas de sceau, ça s'appelle un massouille. Et donc, il sera khayab. Alors que pour la femme, c'est interdit midrabanan, pour l'homme, ça sera un sourd d'oraita. Et à l'inverse, si c'est avec un sceau, pour l'homme, il n'y a pas de massouille, et pour la femme, il y a un massouille. Là-dessus, Rav Yosef avait apporté une objection parce qu'on voit que, par exemple, pour un vêtement que seuls portent les bergers, que les bergers ont le droit de sortir avec, on dit tout le monde peut sortir avec. Pourquoi? À partir du moment où une frange de population a l'habitude de sortir avec quelque chose, on considère que ça devient une tenue vestimentaire pour tout le monde. Alors on voit bien que on n'a pas besoin que ce soit la personne elle-même pour qui ce soit sa tenue vestimentaire, du moment que c'est une frange de population, ça suffit pour tout le monde. Donc ça contredit ce que disait Oula. Et Rav Yosef lui-même a répondu, non, parce que les femmes c'est différent. Si entre personnes du même genre, oui, les bergers et puis les non-bergers, alors là, on va dire, puisque les bergers portent ces imperméables, et bien tout le monde qui portera cet imperméable, ça sera un vêtement. Mais lorsqu'on parle de vêtements spécifiquement masculins, ou de vêtements, ou de bijoux, ou de parures spécifiquement féminines, là, on ne peut pas dire, puisque les hommes le portent, ça devient aussi la même chose pour les femmes. Non, c'était formulé ainsi. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous faire un commentaire là-dessus. Donc, je reprends une seconde dans la Gemara, à la deuxième ligne dans l'élargissement. Et là, Amar Rav Yosef, Kassavar Oula, Nashim Am Bifne Atzman En. Les femmes, c'est une population à part. Donc, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Alors, quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle Nashim Am Bifne Atzman?
Donc, la dernière fois, on a expliqué que c'est une sorte de logique, parce que c'est des logiques différentes, justement. La logique masculine, la logique féminine au niveau de la tenue vestimentaire, c'est lié un petit peu au genre, et donc de ce fait, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. C'est comme ça qu'on avait compris. Mais je voulais vous montrer un commentaire du Mitzpeh Etan. Si c'est dans le Yalkut Mefarshim, dans le Yalkut Mefarshim. Sinon, si c'est long, de toute façon, le temps que je le cherche, je vais vous le citer. Il est très court d'ailleurs. Voilà, je l'ai ici. Mitzpeh Etan, Nashim Am Bifne Atzman En, pas la peine de. Ah, vous l'avez déjà. Vezeu Shekatuv, Bereshit Yudal Tetvav, Hanashim Ve'eta'am. Eh bien oui, vous l'avez trouvé, bravo. Sauf que on n'aurait pas pu savoir qui c'est parce que c'est en abrégé. Je ne suis pas sûr que j'aurais su, moi, qu'il s'agit du Mitzpeh Etan. Non, mais parce que vous me l'avez dit, c'est pour ça que bravo. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Nashim Am Bifne Atzman Hen, Zeu Shekatuv, ça s'est arrêté l'ordinateur, il s'est éteint. Zeu Shekatuv Bereshit Yudalet, Hanashim Ve'eta'am. Alors, j'ai regardé dans Bereshit Yudalet parce que c'était pas évident. C'est dans Parashat Lech Lecha. Vayashev et kol harechush, vegam et lot achiv, urechusho eshiv, vegam et anashim ve et ha'am. Donc c'est après la guerre des rois dans Lech Lecha, quand Avraham Avinu a remporté la guerre contre Kedorlaomer. Il a écrit Vayashev et kol harechush. Il a ramené tout le butin. Vegam et Lot arrive, il a récupéré son frère, entre guillemets, c'est son neveu Lot, Urechusho Eshiv, avec tous ses biens. Vegam et Anashim, il a ramené les femmes, Ve'et ha'am, et le peuple. Nashim ve'am, mais le Nashim sont englobés dans Am, donc on voit que non. Donc le Mitzpeh Etan nous montre que cette idée que les femmes et les hommes, c'est deux populations qui ne se rencontrent, qui ne se combinent pas, qui ne se confondent pas, eh bien c'est déjà écrit dans la Torah. Donc, c'était une remarque intéressante. Je voulais vous faire part. Là-dessus, donc avec ça, on a expliqué le principe de Oula, et donc on a compris que notre Mishnah ne pouvait parler que des femmes, parce que dans les hommes, le din était différent. Donc quelque part, Oula, l'enseignement de Oula vient aussi répondre à ma question qui était mais pourquoi la Mishnah parle que des femmes? Eh bien oui, parce que pour les hommes, le din est différent, il est inversé. Là-dessus, on a vu, et on était dessus, une objection formulée par la Gemara. Donc je reprends dans la Gemara, Étivé Abaye. Abaye a objecté à Oula, à partir du Tosefta, de Hérouvin, qui dit que Amotse Tefilin, celui qui trouve dans la rue des Tefilin en perdition, et donc bien sûr on a une mitzvah de sauver ces Tefilin, Machnissan Zoug Zoug, il a le droit, et même il est devoir, de faire rentrer dans le Reshut HaYachid, dans un endroit où ils seront préservés, Zoug Zoug, des Tefilin, mais à condition de les porter paire par paire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas en prendre, si disons qu'il y a 10 paires de tefilines qui sont là, il ne peut pas les mettre tous les 10 d'un même temps, même pas 2 par 2, et il faut qu'il les mette un par un. Il en met un, il le rend, il revient, il va le chercher la suivante, etc. C'est une marloquette dans Hérouvin. Il y a un auteur, chez Rabban Shimon Gabriel, qui dit non, il peut prendre Shte Zugot. On en parlera ultérieurement. Non, c'est pas Rabbi Nuta. Même si c'est Rashi, même s'il y a 2 Rashi, il peut prendre les 2. Et donc, ici, on amène le Tana qui pense qu'il doit les faire entrer paire par paire. Mais ce qui importe à la Gemara, c'est la suite. Echad ha'ish ve'echad ha'isha. Que ce soit la personne qui le trouve, soit un homme ou une femme, la règle est la même. Ce qu'ils entendent. Donc, même une femme peut porter ses téphilines et les amener en lieu sûr. Et alors, en quoi c'est problématique? La Gemara dit, alors là aussi j'ai oublié de vous dire la dernière fois, qu'il y a une correction à apporter, qui est rapportée dans mon édition,
qu'il faudrait rajouter d'ivrei Rabbi Meir. Alors pourquoi, d'où on sait qu'il faut rajouter d'ivrei Rabbi Meir? Parce que comme ce texte est cité également dans Hérouvin et dans la Tosefta, et que là-bas c'est écrit d'ivrei Rabbi Meir, donc il y a toutes les chances qu'il faille dire aussi Rabbi Meir. Et vous allez comprendre après ça, on comprendra aussi quelque chose par la suite qui ira beaucoup mieux. Donc, je rajoute d'ivrei Rabbi Meir, telle est la position de Rabbi Meir. Et c'est là-dessus que reviendra Rabban Gamliel ou Rabban Shimon Gamliel, je ne me rappelle plus, qui dira non, même Shte Zugot. En tout cas, on s'arrête sur la chita de Rabbi Meir. V'hi amrat nashim am bifnei atzman. Si tu dis que les femmes sont considérées comme une population à part et qu'on ne peut pas transférer sur les femmes le dinim des hommes et vice-versa, alors comment peut-on autoriser les femmes, ce jour du Shabbat, à mettre les téphilines sans que ce soit considéré comme porté? Veha, mais pourtant, mitzvat assez chez Azman Gerama, ou les téphilines par définition, c'est un commandement positif qui est lié au temps. Pourquoi c'est lié au temps? Parce qu'il y a des périodes, des périodes dans le temps où on n'a pas la mitzvah des tefilines. La nuit, on met pas il n'y a pas de mitzvah de mettre les tefilines. Le Shabbat et les Yamim Tovim, on ne met pas les tefilines. Donc quand on les met, c'est parce que on est dans une période de temps où il faut les mettre. Donc c'est lié au temps. Et nous avons une règle que Kol mitzvot aseh she'azman grama, nashim peturot. Tous les mitzvot assez qui sont liés au temps, les femmes sont dispensées. Alors si tu me dis, oui mais c'est pas grave, parce que les femmes, à partir du moment où une partie de la population est concernée, le héter s'étend à tout le monde, comme on a vu pour les bergers. Si on dit que ce principe est valable pour les femmes aussi, ça va. Mais si on dit que non, les femmes c'est à part, ils doivent avoir leurs propres règles, eh ben dans ce cas-là, ça colle pas. C'est donc ça l'objection contre Oula. Voilà où on était resté la dernière fois. La Mishnah, elle cite des éléments précis. Quelle Mishnah? Juste avant. De quelle Mishnah vous parlez? Ah, l'autre Mishnah. Certains éléments. Quand Oula dit que les hommes c'est l'inverse des femmes, il parle de ces choses-là qui sont dans la Mishnah ou il généralise surtout? Non. Non seulement il ne parle que de la Mishnah, mais il ne parle que d'après Rashi, on y reviendra ultérieurement. D'après Rashi, on avait bien insisté sur le fait qu'il ne parle que de la tabaat. C'est tout. C'est pas une contestation contre... Non, c'est pas la même chose. Oula, quand il a dit Chiloufe'en Beish, ne parlait que de tabaat. Mais lorsqu'on a dit que Nashim Am Bifnei Atzman, ça c'est Rav Yosef qui a rajouté ça pour faire comprendre le principe de Oula, ça c'est une règle générale. Nashim Am Bifnei Atzman, c'est pas juste par rapport à tabaat, c'est quelque chose de général. Et si c'est général, ça doit s'appliquer au Tefillin aussi. D'accord? Alors, il y a un Tosfot, il y a deux Tosfot en fait. Il y en a un qui était sur avant, Chiloufe'en Beish, je laisse de côté parce que ça vient... C'est, sur le plan pédagogique et didactique, il vaut mieux l'étudier quand on aura terminé le passage. Par contre, le deuxième Tosfot, on peut l'étudier tout de suite. Au contraire, c'est mieux de l'étudier tout de suite. Donc, V'chol mitzvat aseh she'azman gerama nashim peturot, c'est ce qu'on vient de voir, que tous les commandements positifs de la Torah liés au temps, les femmes en sont dispensées. Pérouche, donc le sens de la question, c'est quoi? D'Ave Masouï, que étant donné que les femmes sont pturot et tefillin, donc pour elles, on ne peut plus considérer que les tefillin ont un statut de tarchik, ça ne fait pas partie de leur tenue vestimentaire, donc ça devient un Masouï, velitza, et du coup on devrait leur interdire de porter ces tefillin, même si c'est pour sauver des tefillin en danger. Veim Tomar, ça se pose une question. Veha, otsa'a que la chariadi. Mais pourtant, même si on considère que c'est un massouille, mais de toute façon, la manière de les porter, c'est pas une manière habituelle de porter les choses. En général, quand on porte les choses,
les tefilines, on les prendrait dans leur sac, on les mettrait dans la main. Si on lui dit de se les mettre comme un homme mettrait des tefilines, c'est une manière inhabituelle de les porter pour elle. Et donc déjà, c'est un issour de Rabbanan, c'est plus un issour d'Oraita. Et alors, V'sharia mishum bizayon tefilin. Et donc on pourrait supposer que les Chachamim ont levé l'interdiction parce que c'est pour sauver les tefilin du bizayon, comment traduire bizayon? D'une honte, de la déchéance, pour préserver les tefilin de la déchéance, puisque c'est les Chachamim qui maîtrisent. Si c'est un issour d'Oraita, on ne peut pas intervenir. À partir du moment où le issour n'est que de Rabbanan, on peut très bien supposer que les Rabbanan ont dit, c'est vrai qu'en principe une femme ne peut pas mettre le tefilin le Shabbat parce que ça s'appelle Masouï, mais on est dans un Masouï chez l'Okoderechotsa'a, et bien pour sauver des tefilin de la déchéance, on a autorisé. On n'a qu'à répondre comme ça. Quelle est la question? C'est-à-dire que la question de la Gemara ne se pose pas au final. C'est une question qui est légitime, qu'on pourrait se poser nous-mêmes en disant ici c'est différent, ici on a quand même dit ça parce qu'on veut sauver des tefilin. Donc pour sauver des tefilin, peut-être que les Chachamim ont levé l'interdit. Pourquoi la Gemara ne répond pas tout simplement comme ça? C'est Mouktsé pour l'homme aussi. Oui, on avait parlé Mouktsé, on avait soulevé la question de Mouktsé, effectivement. Je sais pas, peut-être qu'on a levé le Issour de Mouktsé, ou alors est-ce que c'est pas vraiment Mouktsé? Ça, je ne suis pas revenu là-dessus, effectivement. Pourquoi dans ce cas-là, on n'a pas tenu compte du problème de Mouktsé? Peut-être qu'il faut faire un chinouille quand on les met. Vous savez que quand c'est que la chariad, on les met de façon... Il suffit de les tenir en main de manière inhabituelle et on résout le problème de Mouktsé. Non, ça peut être ça. Alors ici, la question est, pourquoi la Gemara ne répond-elle pas à sa question en disant c'est un issour de Rabbanan et donc Léolam Nashim Bifnei Atzman En, on maintient la règle que les femmes ont un statut à part. C'est vrai qu'il y a un interdit pour elles de mettre les tefilin le Shabbat, mais comme ce n'est qu'un interdit rabbinique, parce que c'est pas la manière de porter, eh ben on a levé l'interdit pour sauver les tefilin de la déchéance. Voilà la question de Tosfot. Voyez Shlomar, Tosfot répond Kivan de Masouïou. À partir du moment où on admet qu'à la base, les tefilin pour une femme, comme elles sont pturotes, ça devient un masouï, c'est considéré comme un objet qu'on porte et non pas comme faisant partie de sa tenue vestimentaire. Veyachol la vol idée chiyuv khatat. Et donc il y a, à partir du moment où c'est un masouï, il y a une possibilité qu'on en vienne même à un chiyuv khatat. Pourquoi? Parce qu'il suffit que elle les porte pas de manière inhabituelle, ça va devenir un chiyuv khatat. Echad motzi belo shinui. Dans le cas où il porterait les tefilin sans faire de shinui, ça deviendrait un chiyuv khatat. Mishum bizayon lo sharin alle. Alors, on ne peut pas prendre ce risque et leur permettre de le faire, ne serait-ce que pour sauver les tefilin. Étant donné que la raison qui fait qu'on n'est pas dans le Issour d'Oraita, c'est parce qu'il y a un chinouille ici, parce qu'elle les met comme ça sur elle. Mais si elle ne les mettait pas sur elle les prenait en main, il y aurait automatiquement un chiyuv khatat. Alors s'il y a un chiyuv khatat, on ne peut pas prendre le risque. Au moment où je lis le Tosfot, je me suis posé une question que je ne m'étais pas posée avant, mais pour un homme aussi, si un homme prend des tefilin dans les mains, il prend sa paire de filles dans les mains, il va aussi faire un chiyuv khatat. Alors, quelle est la différence? Alors, on devrait interdire aux hommes aussi. Si on a peur qu'on les prenne dans les mains, alors les hommes aussi. Après, je me fais la réponse en disant, mais non, un homme qui met ses filines tous les jours, il sait très bien que c'est Shabbat et il ne viendra certainement pas les porter. Mais une femme qui n'a jamais mis des tefilines dans sa vie, et là on lui dit, tu emmènes les tefilines pour sauver les tefilines, et il se peut très bien qu'elle prenne le risque, on se dit, oh, c'est compliqué, je ne sais même pas comment on fait, oh, je vais les prendre les mains. Le risque qu'elle les prenne dans les mains, il est infiniment plus fort chez les femmes que chez un homme. Et c'est pour ça que Tosfot dit, les Chachamim, si vraiment c'est un masouï, alors les Chachamim ne peuvent pas prendre le risque que la femme va les porter, parce que si elle les porte, il y aura Issour d'Oraita. Chez moi, je n'ai pas compris la pensée du Tosfot. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a un
contradiction avec la Gemara, avec Tosfot ici, Dans sa question ou dans sa réponse? dans sa réponse. Pourquoi? Au contraire, il valide la question, il explique pourquoi la question de la Gemara se pose. Il avait une question sur la question, il a répondu à sa question sur la question, donc il a validé la question de la Gemara. Donc c'est pas contraire à la Gemara. Encore une fois, la Gemara demande, si tu dis que les femmes sont ambifne atzman, que les permissions dont bénéficient les hommes ne peuvent pas être transférées aux femmes, donc ici, comment on a pu permettre aux femmes de mettre les tefilines pour sauver une paire de tefilines? Tosfot dit, mais peut-être qu'on leur a permis parce que on veut sauver justement, étant donné que l'interdit n'est que rabbinique en l'occurrence. Pourquoi il est interdit n'est que rabbinique? Parce que c'est chez l'Okederer, il y a un chinoui, donc c'est que Drabanan. Si c'est Drabanan, on peut lever l'interdit pour sauver les tefilines. C'était ça la question. Donc du coup, on ne comprend plus la question de la Gemara. La réponse est, si la question de la Gemara est justifiée, on ne peut pas répondre comme on l'a proposé, parce que jamais les Chachamim n'auraient levé leur interdit, parce que le risque, si on lève l'interdit, est trop fort, et on risque que la personne se mette à le porter dans les mains. Parce que comme on considère que pour elle, les tefilines, il n'y a aucune mitzvah de les porter, donc elle ne les porte jamais. Donc là, il y aura un grand risque qu'elle les porte dans les mains. Et donc, le Chachamim n'aurait pas pris ce risque-là, parce qu'on peut lever un interdit rabbinique, mais on ne peut pas prendre le risque d'un interdit thoraïque. Donc là, il y aurait une transgression thoraïque, donc la question de la Gemara revient. Alors, on va voir maintenant la réponse de la Gemara. Donc je reprends encore une fois. Si tu dis que les femmes ont un statut à part, pourtant les téphilines, c'est une mitzvah, un commandement positif qui est lié au temps. Et toutes les mitzvot liées au temps, les femmes en sont dispensées, donc elles sont dispensées des téphilines. Donc c'est un massoul pour elles. Et comment se fait-il qu'on leur a autorisé de les porter? Réponse, Atam, là-bas, Kassava Rabbi Meir pense, Laila Zeman Tefilinu, Veshabbat Zeman Tefilinu. Rabbi Meir est d'avis que la nuit, la mitzvah des tefilines a cours également, c'est aussi le temps de la mitzvah des tefilines, que le Shabbat également, c'est un temps où on doit mettre les tefilines. Et à partir de là, il s'avère que la mitzvah des tefilines elle court tout le temps, donc c'est une mitzvah tassée qui n'est pas liée au temps. Et à ce moment-là, les femmes sont chayavot au même titre que les hommes, et donc il n'y a aucune raison qu'on fasse une différence entre les hommes et les femmes. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce que Rabbi Meir a à faire ici? Pourquoi on parle de Rabbi Meir? Atam Kassava Rabbi Meir. Et maintenant que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait lire à la fin de la Braïta d'Ivrei Rabbi Meir, alors c'est normal qu'on se réfère à Rabbi Meir et on dit Atam Kassava Rabbi Meir. Donc c'est pas Moukse Shabbat dans ces cas-là. Dans ces cas-là, c'est plus Moukse Shabbat après Rabbi Meir. Enfin, la halakha n'est pas comme ça, hein, vous le savez. Ouais. Mais cette Braïta, elle va l'après Rabbi Meir. Nous, on ne fait pas la halakha comme Rabbi Meir. Non, mais donc d'après Rabbi Meir, même les femmes devraient mettre les tefilines tous les jours. Tous les jours, absolument. Ah ben oui. Ouais. Oui, on n'est pas habitué. Alors on regarde dans Rashi, Laila Zeman Tefilin ou Chen Shabbat. Nous on n'avait pas exactement ces mots-là, c'est un peu une contraction du titre de la Gemara. Donc là, on a dit que Laila c'était Zman Tefilin, on a dit la même chose pour Shabbat. Hilkar, c'est la raison pour laquelle nous dit Rashi, Leolam Zmanamu. Donc ça veut dire que tout le temps, c'est le temps de l'Etfilin. Le Olam, en permanence. Ve'en la'em zman kavua. Il n'y a pas, les mitzvot, les tefilines ne sont pas liés à un temps spécial, particulier. Chez Te'em mitzvatan, mitzvotase shazman grama. De telle manière à ce que la mitzvah des tefilines soit un commandement positif lié au temps. Leipater nashime'en, de manière à ce que les femmes en soient dispensées. Ilkar, nakat laila ve shabbat. Alors, voilà pourquoi. Maintenant, Rashi, jusque-là, Rashi n'a pas dit vraiment quelque chose de nouveau pour nous. Alors là, maintenant, Rashi vient répondre à une question qu'il se pose. Ilkar, et voilà la raison pour laquelle Nakat Laila ve Shabbat. Pourquoi est-ce que la Gemara ici évoque à la fois la nuit et Shabbat?
Pourquoi l'un des deux n'aurait pas suffi? Réponse, Mishum de Plukta Betarvayu. Parce que dans la Gemara, à propos des tefilin, on trouve un débat sur les deux. Il y a un débat sur la nuit, c'est un premier débat, et puis il y a un autre débat entre les Tanaïm sur Shabbat et Yom Tov. Donc il y a deux questions distinctes. On pourrait dire, il y en a qui vont dire la nuit oui, mais Shabbat non. Il y en a peut-être d'autres qui diront le contraire. Il y a un double débat. Et donc, il aurait suffi que Rabbi Meir pense dans l'un des deux de la Zman Tfilin ou que ce n'est pas le Zman des Tfilin. Par exemple, il dirait la nuit c'est Zman Tfilin, mais pas Shabbat. Ou l'inverse. Nimtza Zman que voit les Tfilin. Il suffit qu'il y ait un des deux qui soit vérifié pour que la mitzvah des Tfilin soit liée au temps. Et que du coup les femmes soient pas tour. Vous comprenez ce que Rachid dit? On était obligé de postuler ici que Rabbi Meir pense que les femmes, que les tefilines sont chayav et la nuit et le Shabbat. On ne pouvait pas se contenter de dire l'un des deux. Parce que si je dis par exemple que la nuit c'est Zman Tfilin mais pas Shabbat, donc du coup ça reste lié au temps. Et si je dis que c'est la nuit ils sont pas tour, le Shabbat ils sont chayav, encore une fois lié au temps. Comment ça se fait que ça... Je sais pas. Si, parce qu'il faut que je mette... Non, on voit quand même. Oui. Pas pour la partie de ton chargeur. Bon, charge. Voilà. Et voilà donc comment la Gemara a résolu le problème de Oula. Donc à ce stade-là, on a tout résolu, donc tout va bien. On continue la Gemara. Ah non, il y avait encore un Rashi, effectivement. Nashim Chayavot, ça se rapporte à quoi? Quand la Gemara disait Kol mitzvah taseh shelo hazman grama. Donc on l'a dit que d'après Rabbi Meir, les tefilines deviennent une mitzvah taseh qui n'est pas liée au temps. Et toute mitzvah taseh qui n'est pas liée au temps, les femmes y sont soumises. Nashim Chayavot, Rashi, les femmes y sont soumises. Ilkar tarshitin enla. Et donc si elles sont soumises, donc automatiquement les tefilines ne sont plus considérées comme un masouille, ça fait partie de leur tenue vestimentaire, ça s'appelle tarshit, et si c'est tarshit, elles ont le droit de sortir avec le Shabbat exactement comme un homme. Rachid dit ça simplement pour qu'on ne perde pas le fil, parce qu'il n'y a pas de tridouche là-dedans, mais c'est juste pour qu'on comprenne qu'en disant ça, on a résolu la question qu'on avait sur Oula. Et donc d'après mes familles, même les hommes mettraient les films Shabbat. Oui. Ben oui. Ben oui, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est mitzvah tassé chez Lo Azman Grama. C'est comme toutes les mitzvahs tassées chez Lo Azman Grama. Et c'est quoi ces arguments? Enfin bon, on sait que la Torah n'est pas comme ça, mais Ben oui. c'est quoi les arguments de Rabbi Meir par rapport à ça? Ah ben il faut étudier. Non, moi c'est là que je vous dis, la marloquette elle existe dans le répertorié. Et donc il faut voir, c'est des psukim, tout ça. C'est des drachot. Est-ce qu'on fait l'un il fait la dracha comme ça, et l'autre il fait la dracha autrement. Alors on continue la Gemara. La Gemara pose maintenant une question. Vea otsa'a kele'achariad. Mais pourtant, la manière dont elle transporte est une manière inhabituelle. Kele'achariad, c'est littéralement comme avec le revers de la main. C'est une manière, c'est un concept. Le revers de la main, c'est-à-dire de manière inhabituelle. Elle ne les porte pas de façon normale. Et donc, de ce fait, il ne peut pas y avoir un issur d'oraïta. Mais de quoi on parle ici? À quoi se réfère cette question-là? On voit bien que c'est une question, mais elle se réfère à quoi? On va voir Rashi. Vea otsa kelachar yadu, amat nitin kai. La Gemara revient maintenant à notre Mishnah. Se pose une question sur la Mishnah. Alors il faut corriger. Hotsaat, il faut mettre ve'a. Il manque un petit aleph. Ve'a hotsaat tabaat. Et elle se réfère au cas où la femme est sortie en portant à son doigt une bague surmontée d'un sceau. Shemotzi ata derech malbush be'etzba'ah. Et là aussi il faut corriger en rajoutant un e. Elle le sort derech malbush
comme elle le ferait de quelque chose qui est un vêtement, en l'apportant sur le doigt. Et donc, Vezé chez Enot Architla. Or, cette bague qui porte un sceau et qui de ce fait n'est pas considérée comme un bijou pour elle, Ama Echayevet Ratat, comment se fait-il qu'elle encourt la peine d'un sacrifice? Are lo otsia que derrière kol hamotziin, elle n'a pas porté cette bague à la manière de tous les gens qui portent quelque chose. Chez kol hamotzi davar chez eno tarchitlo, motzi auto, là il faut enlever motziin parce que c'est un pluriel alors qu'on avait un singulier comme sujet. Donc chez kol hamotzi davar chez eno tarchitlo, toute personne qui transporte un objet qui n'a pas vocation à être un bijou pour lui ou une décoration pour lui. Motzi oto beyadayim, il le porte en le tenant dans les mains. Velo derech malbouche, pas comme un vêtement. On ne porte sur soi comme un vêtement que quelque chose qui est de l'ordre du vêtement ou de la parure ou de la décoration. Mais quelque chose qui est juste un objet qu'on transporte, on ne le transporte pas comme ça, on le transporte dans les mains. Donc ça devient un chinouille. Donc la question c'est comment la Mishnah peut-elle dire Ve'im yatseta chayevet ratat, si elle est sortie avec tous ces éléments-là, elle est chayevet ratat. Là on parle, la Gemara focalise sur la bague. La bague elle n'a pas porté dans les mains, elle l'a portée sur le doigt. Sur le doigt on ne porte que des choses qui ont un statut de tarchit, comme par exemple une taba'at she'en alea chotam. Mais la tabat chez Chaléa Khotam, qu'elle ne porte pas, parce que pour elle, ce n'est pas du tout décoratif, si jamais elle a besoin de le transporter, elle ne le portera pas dans les bras, dans les doigts, elle le mettra dans sa main, et elle le portera comme ça, ou dans un sac. Et du fait qu'elle ne le porte pas dans la main, elle le met comme ça, donc ça devient un chinouille. Et si c'est un chinouille, il n'y a pas de Chiyuv Khatat. Est-ce que c'est clair? La question, elle est sur Chiyuv Khatat. Donc vous voyez, là c'est une coupure avec la première partie. La première partie, c'était pour expliquer le din de Oula, la différence entre les hommes et les femmes. Et là maintenant, on revient sur le pshat de la Mishnah. Comment on peut dire qu'il y a Chiyuv Khatat, pourtant c'est Otsa'a que la Chariad. C'est une manière inhabituelle de transporter. Alors, on va voir sur cette question deux réponses. Première réponse, Amar Rabbi Yirmeya. Rabbi Yirmeya a répondu, Be'isha Gazbarit Askinan. On parle ici d'une femme qui est trésorière, ou présidente de communauté, ou trésorière, administratrice, expert comptable, comme vous voulez. Regardez Rashi, la définition de Gazbarit, chez Sholach, pardon, Gizbarit, je sais pas, on dit Gizbar, Gazbar. Non, on peut dire Gizbar, vous avez raison, je sais pas. Comment vous avez une vocalise, vous avez la voyelle chez vous? Il a mis Gizbar, chez vous c'est vocalisé? Gizbarit, alors on va dire Gizbarit, d'accord. Comme il n'y a pas les voyelles, en fait, ceux qui disent Gizbar ou ceux qui disent Gazbar, ils ont raison. Alors, Rashi, quel est le rôle d'une Gizbarit? Pourquoi, en fait, la question à laquelle Rashi va répondre, pourquoi une Gizbarit, chez elle, la bague avec un sceau, serait plus faire partie de sa tenue vestimentaire que pour n'importe quelle autre femme? Réponse, chez Sholachat Chotmot Tamid. Parce qu'elle a l'habitude d'envoyer des sceaux en permanence. La Memounim Tartea, à ses subordonnés. Donc c'est une Gizbarit, elle est supérieure et elle a des subordonnés et elle envoie des sceaux à ses subordonnés, l'Omar, en leur disant Tenu karv karmaot liploni. Vous allez donner tant et tant d'argent à un tel, parce qu'elle est trésorière, donc elle envoie de l'argent aux uns et aux autres. Et donc lorsqu'elle envoie des messages pour dire envoyer tel montant à telle personne, il faut que ce soit
bien, c'est quelque chose qui est confidentiel, et il faut s'assurer que c'est bien elle qui l'a envoyé, que c'est pas quelqu'un qui a imité sa signature. Donc comment on assure la sûreté de ce message? Eh ben, elle le met dans une enveloppe et elle met un sceau. Et là, tout le monde sait que c'est le sceau de la trésorière, il n'y a que elle qui l'a. Donc ça vient d'elle. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un sceau. Donc en permanence, chaque fois qu'elle a des messages à envoyer, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone à l'époque, il n'y avait pas le WhatsApp, donc elle était obligée d'envoyer des messages écrits. Donc les messages écrits, il fallait les mettre dans une enveloppe, et les enveloppes devaient être scellées. Pour authentifier. Pardon? Pour authentifier, exactement. Donc, comme les sceaux des hommes, dont on avait parlé. Absolument, absolument. Et donc, on revient dans Rashi. Vare chotma beyada. Donc du coup, elle a besoin d'avoir son sceau à portée de main en permanence. Ilkar regila ilani chabetz ba'a. Du coup, elle a pris l'habitude de le mettre au doigt. C'est la manière la plus simple pour avoir toujours à portée de main, sans avoir à s'encombrer d'un objet en plus. Et voilà la raison pour laquelle, c'est considéré comme derech hotza'a et qu'elle est chayevet. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Alors dans ce cas-là, si elle a l'habitude de porter en permanence, on n'a qu'à dire que c'est un tarchit. Alors là, on est en train de dire, on a dit que c'est derech hotza'a, et c'est pour ça qu'elle est chayav d'oraita. Oui, mais si elle a l'habitude de le porter en permanence, on devrait dire que c'est un tarchit. Si c'est un tarchit, il n'y a plus de riyuv virtual. C'est pour ça que Rashi continue. Ou miou, mais toutefois, tarchit lo avait le dida. On ne peut quand même pas considérer que c'est un tarchit, c'est-à-dire que ça fait partie de sa tenue vestimentaire, c'est un bijou pour elle, une décoration. De en derech nashim bekar, parce que c'est pas l'habitude des autres femmes. Ou miou derech otsaata shel zu bekar, c'est sa manière à elle de sortir avec, de porter, mais c'est pas un tarchit. Est-ce que vous comprenez? Là, il y a un problème d'équilibriste là. Elle commence par dire, elle est différente de tous les autres, de par sa fonction professionnelle. Elle a l'habitude, ça devient pour elle, c'est derech hotza'a. Mais ce n'est pas tarchit. Pourtant, elle le met tout le temps sur elle. Oui, mais pourquoi c'est pas tarchit? De en derech nashi bekar. Les autres femmes n'ont pas l'habitude. Les autres femmes n'ont pas l'habitude de le porter non plus. Alors, pourquoi tu dis que c'est derech hotza'a? Tu dis que c'est derech hotza'a, mais tu dis que c'est pas tarchit. Donc, quelle est l'explication de Rashi? C'est que c'est des critères différents. Quand on se pose la question, quelqu'un a porté quelque chose, a transporté quelque chose dans la rue le Shabbat, je me pose la question, est-ce que c'est un chinoui? Est-ce qu'elle l'a fait de manière habituelle ou inhabituelle? Le critère de savoir si c'est habituel ou pas est par rapport à la personne elle-même. Comment elle se fait en semaine? Comment cette personne-là, elle a l'habitude de faire en semaine? Si pendant la semaine, elle le transporte de cette façon, et qu'elle l'a transporté de la même façon le Shabbat, on considère que pour elle, c'est derech hotza'a, même si c'est derech hotza'a d'aucune femme. On ne regarde pas ce que font les autres, on regarde juste la personne. Quand je me pose la question, est-ce que c'est son habitude, est-ce que c'est l'habitude? On regarde l'habitude de la personne et uniquement la personne. Mais là, quand je me pose maintenant une autre question, je dis, est-ce que ça peut être pour elle un tarchit ou pas? La notion de tarchit est objective. Est-ce que c'est une décoration? Est-ce que c'est une parure? Est-ce que cet objet-là est une parure? On ne peut pas dire, pour elle c'est une parure, pour une autre femme c'est pas une parure, les femmes sont toutes pareilles. Donc la notion de parure, elle doit être étudiée par rapport à l'ensemble des femmes. Et c'est pas parce qu'il y a une personne excentrique qui va faire différent que ça va devenir pour elle un tarchit. Le tarchit, il doit être pour tout le monde ou pour personne. Par contre, le derech, ça se mesure avec chacun. C'était discutable, mais c'est comme ça que Rashi a résolu le problème, et ça peut s'entendre, parce qu'on parle de deux choses complètement différentes. Et on peut comprendre que pour la définition de qu'est-ce qu'on appelle un tarchit, eh ben, ça doit être valable pour toutes les personnes. On ne peut pas commencer à dire pour elle c'est un tarchit, pour elle c'est pas un tarchit, ou c'est un tarchit, ou c'est pas un tarchit. Des choses de général. Par contre, l'habitude, elle se mesure avec chacun. Lui, son habitude c'est comme ça, elle, son habitude c'est autrement. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes habitudes que les autres. Donc ça peut comprendre qu'il y ait une distinction à faire entre les deux. Même si c'est un petit peu fin. Suivez?
Je vous propose de regarder ce que se dit à ce sujet Rabbeinu Hananel. Même si c'est un cas particulier, c'est pas Là, il n'y a pas de. partie d'une généralité de femmes, c'est un problème. Par rapport au tarchit, ouais, elle a beau avoir un statut particulier sur le plan professionnel, la définition du tarchit ne peut pas être liée à la profession. Le tarchit, c'est pour tout le monde la même chose. C'est comme il n'y a pas de calvachomer. Ça veut dire quoi? Pas parce qu'une elle fait que tout le monde fait. Quoi. Oui, c'est pas quel calvachomer? Je ne sais pas vraiment calvachomer, c'est vrai. Elle ne fait pas comme les autres. Alors, par rapport à ça, par rapport au problème du derer, elle ne fait pas comme les autres, mais on regarde ce qu'elle fait. Par rapport au tarchit, on doit faire c'est ce que font les autres qui déterminent. Alors, je vous propose de voir ce que dit Rabbeinu Hananel. Alors, Mukimla, alors on va commencer un peu plus haut pour Motvinan. On a objecté Amay Chayav Khatat. On aurait dû dire Chayav et Khatat. Vous voyez où c'est Motvinan? On va commencer à partir de Motvinan. Voilà. On a objecté dans la Gemara. Pour quelle raison disons-nous que cette femme, si elle est sortie avec sa bague surmontée d'un sceau et en cours un sacrifice expiatoire, Veha Otsa Kalachar Yadu, pourtant c'est un transport effectué de manière inhabituelle, Klomar, c'est-à-dire Be'etzba'a Imotsia. Pourquoi c'est inhabituel? Parce qu'elle le sort en la portant sur le doigt. Or, ce n'est pas l'habitude des gens qui portent quelque chose, qui transportent quelque chose, de le porter comme si c'était un vêtement. Donc c'est exactement la question telle que Rashi nous l'a expliquée. Umukimla, Rabbi Yirmeya établit notre Mishnah, parce qu'en fait, Rabbi Yirmeya est en train de dire que notre Mishnah ne parle que d'une femme gizbarite. Il faut prendre conscience de ça, que la réponse de Rabbi Yirmeya, c'est quand même, elle restreint beaucoup la portée de notre Mishnah. Notre Mishnah, où on pensait qu'elle parlait de toutes les femmes, en fait, elle parle Lotetse Isha. En fait, ça veut dire Lotetse Isha gizbarite. Donc, Mukim la Rabbi Yirmeya Isha gizbarite askina. Rabbi Yirmeya dit, notre Mishnah parle d'une femme trésorière. Alors regardez maintenant, c'est ça qu'il faut bien regarder. Sheken darka liot atabaat be'etzba'a. Son habitude est que la bague soit à son doigt, que des chez te'echotemedbo kissim ou batim, de manière, sous-entendu, à l'avoir à portée de main, pour pouvoir sceller avec. Alors lui il donne des exemples, kissim, des sacoches, ou des portefeuilles, ou bâtir des maisons. Donc c'est pas exactement comme Rachid disait des missives, c'est plutôt sceller des objets qui contiennent des choses précieuses comme des poches, des sacoches, ou alors carrément mettre les scellés sur des maisons. Plutôt un huissier. Comme un huissier, c'est ça. Alors, jusque-là c'est comme Rachid, maintenant regardez ce qu'il dit. Otsa'a bekavana hi lachtombo. Quand elle le sort, c'est avec l'intention de l'utiliser comme un seau, velav mishum tarshitu, et non pas de le considérer comme une parure. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est un outil professionnel. Pardon? C'est un outil professionnel. C'est un outil professionnel. Et dans l'intention de la personne, même quand elle le porte, c'est pour l'utiliser et non pas parce que c'est quelque chose de décoratif. Là, c'est pas la marque de sa profession, mais c'est la... Voilà, c'est juste pour des raisons pratiques et fonctionnelles, mais c'est son outil de travail. Elle-même ne le voit pas comme un tarchit. Vous voyez que le Rabbeinu Hananel n'a pas voulu dire comme Rashi. Parce que visiblement, ça l'a gêné de dire
par rapport à ça, on la regarde elle, par rapport à ça, on regarde les autres. Ou bien tu regardes les autres, pour tout tu regardes les autres, ou pour tout tu la regardes qu'elle. Il a préféré dire on ne regarde qu'elle. Alors on ne regarde qu'elle, donc c'est ça l'habitude de porter, donc c'est derrière Chotza'a. Alors pourquoi tu ne dirais pas que c'est un tarchit? Parce que si tu lui poses la question, tu lui demandes c'est un tarchit, elle va me dire mais non, c'est pas un tarchit. Je sais pas ça, je reconnais que c'est moche, mais bon, c'est mon travail, j'ai pas le choix. Donc c'est pas un tarchit. Donc ça va, on va d'après elle-même, c'est sa kavana, la kavana qui prie. Il y a une magnifique marloquette Tanaï, Rishonim, entre Rashi et Rabbeinu Hananel, pour expliquer pourquoi, alors que tout le monde est d'accord que le fait que cette gizbarite mette la bague sur son doigt, c'est sa manière à elle de le sortir, mais pourquoi on considère que c'est pas un tarchit? Rashi dit c'est pas un tarchit, bien que pour elle-même ça pourrait être un tarchit, mais pour les autres, on regarde ce que font les autres, pour les femmes en général ne considèrent pas ça comme un tarchit. Donc nous on dira que ça ne s'appelle pas un tarchit, parce qu'on la regarde comme on regarderait n'importe quelle autre femme, et donc nous on dira que c'est pas un tarchit. Et Rabbeinu Hananel dit non, c'est pas ça. Elle-même elle dit que c'est pas un tarchit, parce qu'elle dit que c'est son outil professionnel. Et d'ailleurs si elle sort avec le Shabbat, c'est probablement par erreur, parce qu'elle a oublié, elle a tellement l'habitude de porter ça, donc ou alors elle se dit, bon, elle n'arrive même plus à l'enlever tellement elle a l'habitude de l'avoir au doigt, alors elle l'a gardé comme ça, mais pour elle, c'est jamais un tarchit. C'est toujours un outil professionnel. C'est la raison pour laquelle c'est un masouille, et donc elle sera chayevet. Et pour l'homme, on ne parle pas de l'homme ici, on ne parle pas des hommes ici. Si c'est un homme qui porte la bague à saut, Shabbat. Encore une fois, les hommes, on a dit que c'est le chilouféen beish. Donc on a dit que c'est exactement à l'envers pour les femmes, pour les hommes. C'est-à-dire que si un homme porte une bague avec un sceau, pour lui, c'est un tarchit. Parce que tous les hommes sortent comme ça. Donc ça devient leur tenue vestimentaire. Par contre, si c'est une bague sans tarchit, alors là c'est sans khotam, alors là c'est pas un tarchit, c'est un masouille. Alors justement, on va venir aux hommes. On revient à la Gemara. Alors là, vous voyez, il y avait une première girsa, Amar Rabba, Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. Tiratzta Isha, Ish Maïka le Mema. Donc, sans entrer encore dans la question, on voit que cet auteur attaque Rabbi Irmeya. Il lui pose une question à Rabbi Irmeya. Et on avait une girsa qui était Rabba Barbachana, dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est lui qui attaque Rabbi Irmeya. Or, c'est impossible, parce que Rabbi Irmeya, c'est un talmid de Rabbi Zera, et Rabbi Yochanan, il est bien antérieur, il est beaucoup plus important que Rabbi Irmeya. Et donc, Rabbi Yochanan n'aurait jamais interpellé Rabbi Irmeya, c'est pas possible. Donc, c'est sûr que il faut retirer Rabbi Yochanan. Et donc, il faut retirer Rabba Barbachana. Alors, qu'est-ce qui pourrait rester? Amar Rabba. Mais là, il y a une autre correction qui a été faite. C'est pas Rabba, c'est Rava. Alors, qu'est-ce qui justifie que ce soit Rava qu'on corrige Rabba en Rava? Parce qu'après, il va y avoir et là, Amar Rava. Donc, si c'est Rava qui propose sa réponse, il y a toutes les chances que c'était Rava qui avait aussi objecté. Et donc voilà. Donc en fait, il ne faut pas lire Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, il faut lire Amar Rava. Ça, c'est pour régler les noms. Alors maintenant. Chronologiquement, Rabba et Rava, ils ont vécu. Alors Rabba est le maître de Rava, déjà. Donc c'est pas logique que Rabba, le maître, pose la question à un petit élève et que ce soit Rava qui prenne après les choses en main et qui donne sa propre réponse. C'est pas habituel dans la Gemara. Déjà, ça se ferait pas que Rabba, qui est un grand maître, parle à un plus petit que lui comme ça. C'est plutôt entre collègues. Donc là, c'est Rava et Rabbi Irmeya, ils sont contemporains, ça marche très bien. Alors, qu'est-ce qui lui objecte? Donc encore une fois, reprenons le fil. On avait posé la question, comment se fait-il que la femme qui porte une bague avec un sceau soit chayevet ratat face à Issour d'Oraïta, même si on dit que c'est un masouille, mais il n'y a pas eu d'erechotza, elle n'a pas sorti la chose comme on a l'habitude de le faire en le tenant dans la main. Il a répondu, si, parce qu'on parle ici d'une trésorière.
Alors maintenant Raval intervient et dit Tiratzta Isha. Très bien, tu as répondu, tu as donné une bonne réponse pour le cas de la femme. Ish Maïka le Meimar. Mais qu'est-ce que tu peux dire maintenant pour le cas de l'homme? Alors, quand est-ce qu'on a parlé de l'homme? La Mishnah n'a pas parlé de l'homme. Pardon? C'est où là? Où on n'a pas vu ce matin qu'on a parlé de l'homme par rapport à la tabat. Alors, regardons Rashi. Regardez Rashi. Rashi répond à ma question. Ish Maïka le Meimar, c'est une ligne avant l'élargissement de Rashi. Ish Maïka le Meimar. De Ka'amar Oula. Qui a parlé de Ish? C'est Oula. Oula avait dit c'est l'inverse pour les hommes. Ça veut dire quoi? Si c'est l'inverse pour les hommes, ça sous-entend quoi? De Mechayev, Atabaat, Shenale Achotav. Ce qu'on a dit pour les, c'est-à-dire c'est l'inverse. Ce qu'on a dit pour les femmes lorsqu'il y a un Chotav, sera dit pour les hommes lorsqu'il n'y aura pas de Chotav. Qu'est-ce qu'on a dit pour les femmes quand il y a un Chotav? Qu'elle est Chayevet Khatat. Donc ça sous-entend que pour les hommes, lorsqu'il n'y a pas de Chotav, ils sont Chayav Khatat. Donc la question se pose aussi pour les hommes. Donc tu as bien expliqué pour les femmes que la Mishnah parle d'une trésorière qui a l'habitude de porter une bague avec un sceau. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Quels sont les hommes qui ont l'habitude de porter des bagues sans sceau? Ça n'existe pas. À l'époque de la Gemara, ça n'existait pas. Donc regardons dans Rashi. Le cas Maroula Vechilufein Beish. Il a dit c'est l'inverse pour les hommes, à savoir de Mechayev, Atabaat Shenale Achotam, de Mechayev, ça veut dire qu'il dit qu'il y a un sacrifice qu'on est obligé d'apporter, c'est-à-dire un Issur d'Oraïta qu'on commet lorsqu'un homme porte Tabaat, une bague, chez Enale Achotam, qui n'est pas surmontée d'un sceau. La question revient. Mais quand cet homme qui n'a pas l'habitude de porter une bague pareille, il la porte au doigt, eh bien il la porte de manière inhabituelle. Chez En Darko Leotzi Bezou Derech Malbouche, parce que comme ce n'est pas quelque chose qui fait partie de sa tenue vestimentaire, il n'a pas l'habitude de les porter comme ça, comme un vêtement. Et donc on devrait dire que c'est un chinouille, que c'est que la chariade, on devrait dire que c'est pas tout. Donc c'est la même question qu'on avait posée pour les femmes. Il faut les poser maintenant pour les hommes. Et toi, Rabbi Omeya, tu as bien répondu pour les femmes, tu n'as pas répondu pour les hommes. Alors donc, c'est pas bon. Ta réponse n'est pas bonne. Vous voulez marquer une toute petite pause.